Bonsoir tout le monde, bon après-midi, bienvenue à Hacking Health! Alors on s'applaudit tout le monde pour avoir réussi à rester comme ça toute une journée attentif à une grande conférence de technologie pour le 25e anniversaire du RISC. C'est extraordinaire. Marie Renaud. Bonjour Luc. Hey, Marie, on a fait un Hacking Health à Sainte-Justine. Ben oui, je pense que c'est la première fois que ça se faisait dans un établissement de santé. C'était la première fois qu'un hackathon se faisait en effet dans un établissement de santé. Puis sais-tu quoi? Quoi? On a vérifié et ça a été le plus grand hackathon santé du monde jamais réalisé. Non. Incroyable! À Sainte-Justine. Ben oui. Ben, vous avez, les gens de Sainte-Justine, une capacité d'innover puis un désir de créer des choses. C'est extraordinaire. Merci. Marie Renaud. Marie, c'est la directrice en charge du développement international au CHU Sainte-Justine. C'est aussi celle qui est en charge de plein de projets spéciaux et celle qui a été mandatée pour accompagner les projets à la suite du hackathon de Hacking Health qui a eu lieu plus tôt cette année. J'ai bien hâte que tu nous en parles, que tu expliques tout ça à tout le monde. Ben oui, puis je vous présente quand même Luc Sirois, qui est cofondateur du Hacking Health et leader du mouvement. Ben, ça me fait bien plaisir. On t'écoute. Donc, est-ce qu'on... Ah. Donc déjà, comment est née l'idée du Hacking Health à Sainte-Justine? C'est né de la rencontre entre Luc Sirois, Fabrice Brunet, qui est directeur général du CHU Sainte-Justine, et Réal Jacob, qui est professeur au HEC, pendant le Forum Santé international 2013. L'idée était de voir qu'est-ce que le Hacking Health peut apporter à un centre hospitalier universitaire pour implanter les connaissances dans son milieu et sur le réseau. En tant que partenaire hospitalier, ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large de gestion des connaissances, donc la création, mais également l'implantation, l'évaluation et la valorisation des connaissances. Mais avant de pouvoir tenir un tel événement, il fallait que l'établissement soit prêt. Pour ce faire, dans les dernières années, Sainte-Justine a créé des communautés de pratique regroupant vraiment des personnes de toutes les disciplines, de toutes les cultures, qui représentent une réelle intégration soins, gestion, enseignement et recherche, et qui permettent de recevoir les innovations, de les intégrer, de les traiter et de se les approprier. Tout ça s'inspire de différentes écoles de gestion, dont HEC, mais dont également la Rutman School of Management de Toronto. Pour croître, une organisation a besoin de s'adapter et pour ce faire, il faut innover. Les innovations peuvent venir de différentes sources, que ce soit de l'international par rapport via un forum international, de l'environnement externe par un transfert des connaissances qui viendrait de la recherche ou encore de nouvelles technologies, ou encore du terrain. Qu'est-ce que j'entends par terrain? C'est le capital humain des organisations. Donc, ça peut être tous les intervenants du milieu de la santé, que ce soit docteurs, infirmiers, ergothérapeutes, peu importe, mais également toutes les personnes en lien avec le milieu de la santé, que ce soit les patients, les parents ou encore les partenaires. On ne fait pas assez souvent appel aux connaissances du terrain parce que le problème qui se pose, c'est de savoir comment structurer une extraction des connaissances en dehors des milieux qu'on connaît, qui sont les centres de recherche et les universités. C'est là que Hacking Health est entré en jeu et a permis d'aller chercher ces connaissances du terrain pour pouvoir les implanter dans le milieu. Et tout ça, évidemment, dans un but d'augmenter la performance du CHU et des réseaux. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, Hacking Health? Combien d'entre vous connaissent? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu le mot Hacking Health? Une main levée. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu, qui ont déjà vu ou qui savent c'est quoi un hackathon? Ah, ben déjà pas mal, hein? Déjà un bon quart de la... Ben, les hackathons, c'est une activité bien connue dans le monde des technologies de l'information qui le fait depuis déjà plusieurs années. Et je vais vous laisser écouter le petit vidéo qui donne un aperçu de la philosophie et de comment tout ça a commencé.
m'avez vu prendre la photo, je vous invite à tweeter pendant l'événement, mais vous l'avez bien compris, c'est donc la philosophie du hackathon que l'on applique dans le secteur de la santé avec une tournure bien particulière. On commence, et Marie l'a bien expliqué, on commence pas à bidouiller et à bricoler sur des technologies pour le plaisir des technologies, mais on commence à partir des problèmes des gens du terrain. Donc, toute la démarche pour faire ressortir les idées des gens de première ligne, les problématiques que les acteurs ont dans leur quotidien, c'est vraiment la première étape et c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est une étape en soi qui est aussi très révélatrice et à Sainte-Justine, c'était, comme vous l'avez entendu, une des démarches très importantes d'aller mobiliser les gens à l'interne pour vraiment faire ressortir les idées des gens du terrain. Et en s'attaquant comme ça en première ligne, on arrive à vraiment trouver des solutions pertinentes parce qu'elles partent de problématiques réelles et ce n'est pas des technologies qui s'inventent. Hacking Health, c'est un mouvement de gens comme vous et nous et de professionnels de la santé, des individus qui se regroupent pour vraiment faire de l'innovation collaborative, amener les gens à travailler main dans la main de façon plus proche pour développer des technologies qui sont utiles en travaillant avec les professionnels de la santé. Ça a commencé ici à Montréal, et on a ensuite rapidement eu des appels de gens de Toronto. Donc, l'équipe de Montréal est allée dans une deuxième ville canadienne, ensuite une troisième ville canadienne, plusieurs autres villes. On est revenu à Montréal en force avec les HEC, avec Sainte-Justine, avec qui maintenant on rayonne un peu partout dans le monde, dans la francophonie également. Et cette philosophie-là, elle repose non seulement sur mettre les cliniciens au centre, mais aussi apporter les patients dans la l'équation pour les faire collaborer, apporter leur perspective, ainsi que les entrepreneurs. Hacking Health, ce n'est pas Startup Weekend Santé. Le but, ce n'est pas de créer des entreprises. Ceci dit, on espère qu'il y en aura. On espère que certaines de ces technologies-là auront assez de momentum pour pouvoir être commercialisées par la suite et pouvoir devenir des entreprises. Mais le but, c'est de résoudre des problèmes. Les problèmes et les problématiques, elles se trouvent toujours, si je vais revenir un petit coup, elles sont dans trois grands domaines. Premièrement, il y a tout le domaine administratif de la gestion des opérations, gestion administrative, financière de l'hôpital. Il y a la gestion médicale que l'on comprend avec les logiciels médicaux, les logiciels de traitement, de diagnostic, d'analyse et de partage d'informations pour le personnel médical et Allied Care, les professionnels affiliés. Mais il y a aussi maintenant tout un volet grand public. Maintenant, vous le voyez, on a nos montres connectées, on a nos Fitbit, on a nos appareils Garmin, on est tout branché. Puis c'est une tendance forte qui fait que les patients et les individus sont de plus en plus intéressés à la santé, aux technologies à la santé et peuvent se connecter. Mais étonnamment, ce qu'on voit, c'est que l'innovation, elle se trouve beaucoup aux intersections. Quand on veut faire une interface entre le monde médical et le patient et on veut les faire communiquer et travailler ensemble, là, il y a beaucoup de sources d'innovation, c'est un terreau très fertile. Même chose entre l'administration et les patients et les usagers, même chose entre l'administration et les professionnels médicaux. Les activités sont nombreuses et à Sainte-Justine, on les a tous faits. Le hackathon, ce n'est qu'une grande étape très spectaculaire dans cette démarche-là, mais en amont, il faut se rencontrer. Il y a un processus d'éducation très important sur les technologies numériques, les technologies mobiles, l'approche et le processus de création de logiciels, d'apps doit être enseigné, si vous voulez, les gens de la santé doivent se familiariser parce que les gens de la santé sont vraiment pas au courant de la technologie. Pour eux, c'est tout un nouveau domaine. Et vice-versa, les gens de technologie n'ont absolument aucune compréhension du secteur de la santé, de comment ça se vit, des problématiques des secteurs. Donc, c'est une éducation mutuelle qui se fait par des cafés, par des cliniques, par des ateliers de travail et beaucoup de travail sur le terrain. Éventuellement, ça peut mener à des projets qui pourront être des entreprises avec un accélérateur qui accompagneront les projets les plus méritants. C'est une organisation maintenant forte de ses partenaires ici à Montréal avec le CHU Sainte-Justine, avec HEC, Mosaïque, avec le pôle santé, qui rayonne maintenant. On a parlé de comment elle se retrouve dans, en fait, toutes les villes canadiennes, Toronto, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver,
Whitehorse. C'est incroyable, des aurores boréales là-bas, c'est quelque chose. Et donc, du Canada, ensuite rayonner vers l'Afrique du Sud, l'Europe, Strasbourg, très, très fort avec Strasbourg. Et la philosophie, c'est une organisation qui est donc décentralisée. C'est de créer des groupes de gens qui veulent faire avancer les choses plus rapidement et montrer que ça peut se faire en travaillant ensemble. Donc, des groupes de travail. Et ça permet aux équipes d'ici d'avoir accès à du talent, des perspectives d'ailleurs. Vous allez voir un projet à la fin qui était sur l'orthophonie, a trouvé des complices à Strasbourg et maintenant travaille ensemble pour améliorer la solution et l'implanter dans les centres hospitaliers de part et d'autre de l'océan. Hey, Marie, oui. Vous avez eu beaucoup d'intérêt de la part des médias. Et là, il y a eu une petite couverture un reportage de la presse. Absolument. Alors, on va vous inviter à regarder ça. Le réseau n'est pas assez... C'est aussi les hackers qui ont fait de quoi? Sinon, je continue à vous expliquer globalement. On reviendra aux vidéos. Je suis sûr qu'il y a des ingénieurs dans la salle pour venir sauver le réseau. Je suis sûr qu'on va régler ça. Est-ce que vous voulez me ramener au diapo? Globalement, Luc disait que c'était le plus gros hackathon au monde. Il y avait plus de 600 participants. Parmi lesquels il y avait des professionnels de la santé, des gens du monde technologique, mais également des partenaires de l'industrie, des gestionnaires d'hôpitaux, des avocats. Ça rayonne vraiment de tous les côtés. Il y a eu 60 idées qui ont été présentées le vendredi soir lors de l'ouverture du hackathon. Et pendant le week-end, les gens ont travaillé sans relâche, bénévolement, pour créer 34 prototypes qui répondaient donc à ces idées. Ces 34 prototypes représentent une explosion de créativité, pure et non encadrée, qui vont vraiment toucher différents secteurs du milieu de la santé et qui vont répondre à différents besoins, que ce soit l'amélioration de la satisfaction des patients, la qualité des soins, la performance des équipes, ça peut vraiment aller de tous les côtés. Donc, on a ces 34 prototypes, on a une grande excitation des équipes. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas laisser ça retomber sans implanter les innovations parce que sinon, ça va être encore plus difficile par la suite d'aller chercher les connaissances du terrain. Le CHU Sainte-Justine s'est donc engagé à évaluer les projets pour implanter les projets les plus prometteurs. Donc, pour l'évaluation, on a commencé par évaluer la pertinence des projets. Puisque les projets venaient presque tous de l'interne ou des patients, ils sont presque d'office pertinents. Mais s'ils ne le seraient pas, par exemple, si on parle d'une machine ou d'une application qui est créée pour des adultes, on va travailler à l'adapter à nos besoins. Le CHU Sainte-Justine étant un CHU mère-enfant, on adapterait la solution pour qu'elle réponde aux besoins des patients enfants ou mères. Ensuite, on a utilisé l'échelle développée par professeur Zimmerman de la School of Management pour évaluer le niveau d'impact et le niveau de complexité. On a évalué l'impact direct, indirect et collatéral qui était prévu pour le projet et la complexité de mise en œuvre, incluant vraiment tous les aspects, que ce soit financiers, les ressources humaines, les ressources matérielles, etc. Tout ceci dans un but de prioriser la mise en œuvre et de créer des plans d'action pour réaliser les projets. Donc, on parle beaucoup plus d'un processus de priorisation que de gestion du changement. Encore une fois, puisque les projets viennent presque tous de l'interne, la barrière, la résistance au changement est presque nulle. Donc, pardon? C'est magique, ça. Oui. Donc, si on reprend notre diagramme, s'il y a une forte complexité et très peu d'impact, on ne fera probablement pas ces projets-là. Par contre, s'il y a une très faible complexité et peu d'impact, on les fera probablement, mais pas tout de suite. On les fera dans un avenir proche. Si la complexité est faible et que l'impact est très fort, alors là, il faut les faire tout de suite. C'est nos priorités numéro 1. Et si la complexité est forte, mais qu'il y a un grand impact, ça vaut la peine. On va travailler dessus. On va travailler à réduire la complexité pour les mettre en œuvre phase par phase. Tout ça doit aussi être pensé, encore une fois, en termes de ressources disponibles, ressources humaines, matérielles, financières, etc. Quand on fait face à des innovations plus complexes, on va avoir besoin d'un accompagnement soutenu et d'outils pour pouvoir les mettre en œuvre. Et donc, on va utiliser la plateforme d'intégration de l'innovation qui a été créée par le CHU Sainte-Justine en collaboration avec l'UETMIS, Unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, qui regroupe vraiment l'ensemble des mécanismes possibles pour intégrer une innovation.
Donc, l'innovation va pouvoir traiter en même temps que ce soit les médicaments, la formation, la recherche. Si on prend l'exemple des Google Glass, les lunettes Google qui peuvent être à commande vocale ou à commande manuelle, il y a eu un projet de créer, pendant la chirurgie, que le chirurgien puisse dire à ses lunettes « montre-moi les X-rays du patient », puis que ça défile comme ça devant ses yeux. Avant de pouvoir réellement intégrer ça dans une salle de chirurgie, ils vont devoir passer par le laboratoire de simulation. Donc, il y a toutes ces étapes qui peuvent être incluses. Puis, les projets vont être accompagné par le groupe de gestion de projet qui a été créé dans les 5 dernières années au CHU Sainte-Justine, qui est un accompagnement plus soutenu, encore une fois, qui va faire recours à plusieurs outils, dont ceux dont on parlait tout à l'heure, dont également les laboratoires vivants, qui ont été créés en collaboration avec la SAT, la Société des arts technologiques, qui consiste en une recherche pragmatique et non clinique, donc qui vient remplacer les projets pilotes et qui permet à plusieurs innovations en même temps d'être traitées, et chaque innovation va s'adapter au fur et à mesure de son évaluation. Mais tout ça ne vaut que si on augmente la performance. La performance peut être calculée en termes de satisfaction patient, de la qualité des soins, de la réduction des coûts. Ça peut être vraiment dans différents critères. Au CHU Sainte-Justine, on utilise les tableaux de bord balancés qui permettent de regarder chaque impact qu'amène cette innovation. Et globalement, le principe d'intégration de l'innovation va se terminer avec on va prouver la valeur ajoutée pour pouvoir ensuite valoriser et commercialiser. Et tout ça n'est possible que grâce à toutes les collaborations dans le réseau, évidemment, tous les partenariats, que ce soit dans l'organisation en soi de l'événement, mais également la participation, le recrutement. On avait beaucoup d'universités, de collèges qui étaient présents. Aussi dans l'implantation des projets par la suite, je mentionnais tout à l'heure la SAT, l'UETMIS. Puis par la suite, une fois que les projets auront vraiment démontré leur impact et leur valeur ajoutée, on va pouvoir transmettre ça dans tout le réseau de la santé, et donc via les CHU, les universités et compagnie. Et je repasse la parole à Luc. En fait, on me dit que le réseau fonctionne. Ah. Donc, on va regarder le vidéo. Les grands esprits se rencontrent au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. En ce samedi après-midi, les tables de travail sont animées. Il est rare que la technologie et la santé marchent main dans la main. C'est logique comme mariage entre la technologie et la santé, mais ce qui est surprenant, c'est que ce mariage-là se fait très peu ou c'est presque jamais fait avant. C'est dans cette optique que l'organisme Hacking Health est né il y a 2 ans. À l'hôpital Sainte-Justine, une centaine de professionnels de la santé venant de tous les horizons exposent des problèmes vécus sur le terrain. C'est là que les développeurs et les designers entrent en jeu pour trouver des solutions numériques. Au niveau des jeunes, il y a une augmentation assez grande à partir de l'âge de 10 ans des problèmes reliés à la santé mentale. La question ici, comment je me sens? Je peux retourner. On développe une application pour aller chercher les jeunes de 12 à 19 ans, les aider à identifier les ressources disponibles. Mais quand tu es à l'intérieur de l'application, ben là, éclatons-nous. Je suis constamment arrêtée par les parents qui nous demandent leur chemin où on doit envoyer un membre du personnel pour diriger un parent. Bref, on fait un GPS de l'intérieur des murs de l'hôpital. La possibilité de recueillir ces informations des acteurs de terrain va nous permettre de mettre en place des solutions qui vont tout de suite être opérationnelles. Pour la première fois depuis sa création, ce rassemblement technologique se déroule dans un établissement de santé. Cette décision n'est pas anodine. Que toute idée qui avait une valeur ajoutée pour les patients, pour les familles ou pour les équipes, on va l'implanter et on va en mesurer l'impact. L'idée qui a vu le jour à Montréal a déjà été exportée à Toronto, à Vancouver et même en Afrique du Sud. C'est certain qu'en 48 heures, on ne peut pas changer tout le système de la santé. Par contre, en 48 heures, on peut attaquer une centaine de petits problèmes en périphérie, un nombre d'irritants et vraiment améliorer le quotidien des professionnels de la santé. Alors voilà. Et pour vous donner une idée concrète de qu'est-ce qui a été réalisé lors de l'événement, on vous donne quelques exemples. Le projet StarCart, c'est un projet qui visait à créer un outil pour aider les enfants à s'approprier et à apprendre à utiliser leur fauteuil roulant mécanique. Et donc, ils ont créé un univers virtuel, un jeu immersif en 3 dimensions où les enfants s'amusent, mais où, au lieu d'apprendre à piloter un avion ou une voiture de course, ben, leur véhicule, c'est leur chaise roulante et ça permet de l'utiliser dans un contexte assez fantastique et de faire non seulement un apprentissage de la chaise roulante, mais un apprentissage de
il y a un aspect social et d'interaction intéressant qui est ajouté, d'interaction dans le monde virtuel de StarCart, entre les enfants entre eux qui ne sont pas nécessairement physiquement au même endroit et entre des enfants handicapés et des enfants qui ne le sont pas. Des exemples, celui-ci a été fait à Toronto, Flea-thérapie. Dans le contexte de la physiothérapie, les physiothérapeutes donnent des programmes d'exercice à leurs patients, feuillets avec petits dessins de comment faire les exercices qui doivent absolument être faits pour revenir en santé. Et l'application Flea-thérapie permet de filmer le programme d'exercice pour que le patient puisse la recréer correctement à la maison, puisque c'est lui-même l'acteur qui est sur les vidéos qu'il regarde sur son iPad à la maison. Toute l'application a été créée et elle a été commercialisée dans les entreprises, dans les cliniques de physiothérapie. Maintenant, cette entreprise-là a été achetée par un plus grand joueur. Passeport bébé permet de connecter aux jeunes filles enceintes dans des milieux en difficulté. Les jeunes filles sont souvent accrochées à leur téléphone comme si c'était la seule chose qui comptait pour eux. C'est donc le moyen que les équipes de travailleuses sociales ont trouvé pour être en lien de façon plus efficace et plus présente avec les jeunes filles en difficulté. Le projet Autism, c'est un jeu qui sert en fait, comme le nom vous donne l'indique, c'est un jeu de simulation de première personne, le first person point of view play, et qui en fait simule qu'est-ce que c'est d'être un enfant autiste, comment un enfant autiste entend, comment un enfant autiste voit, comment l'interaction avec les pairs ou avec les autres personnes peuvent être différentes. Et c'est un outil qui, étonnamment, on était les premiers surpris. Une semaine après l'événement, littéralement 5 jours après l'événement, on reçoit des articles de Fast Company sur un nouveau jeu qui est sorti, qui simule la condition de l'autisme, 50 000 downloads. Quelle coïncidence à Hacking Health, ça vient juste d'être créé par une équipe sur place avec un travailleur social, un psychologue. Mais en lisant l'article, je me rends compte que c'était de cette application-là dont il parlait et qu'en une semaine, cette application-là avait été downloadée 50 000 fois, même si elle était en format très, 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 très bêta. Celui-là, c'est un projet, on a tous chacun de nos favoris. Celui-là, c'est un projet extraordinaire aussi où les enfants atteints de fibrose kystique doivent en fait, Marie, explique-moi encore, c'est à chaque jour? À chaque jour, 6 fois par jour, les enfants qui ont la fibrose kystique doivent utiliser un PEP en fait, c'est un exercice pour rééduquer les poumons, pour en fait cracher le mucus qui s'installe dans les poumons. C'est la meilleure façon en fait de prolonger la longévité des enfants qui ont ça. Puis le projet... donc 6 fois par jour, donc ça dure comme toute la vie. Quelques heures par jour. C'est 6 fois, je pense que c'est 20 minutes à chaque fois. Mais imaginez pour un enfant qui a 4-5 ans, souffler dans un tube, une machine. C'est pas facile. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? Alors en fait, le jeu est relié au PEP. Et en fait, quand l'enfant souffle, ça contrôle un bonhomme qui va aller chercher des points dans l'univers qui est là. Et donc, ça va recréer la thérapie, ça va apprendre à l'enfant comment faire sa thérapie parce qu'il faut qu'il souffle un certain nombre de temps, un certain nombre de répétitions, et les points vont en fonction du souffle et du temps. Puis ça va aussi, évidemment, donner le goût à l'enfant de jouer parce que là, il va pouvoir aller chercher des points, il va avoir un avatar, il va pouvoir se comparer à d'autres enfants qui auraient la fibrose kystique. Et donc, ça répond à plusieurs besoins de ces enfants-là. Et l'équipe a eu aussi la brillance de pas seulement créer un jeu, mais créer une plateforme ouverte pour plusieurs personnes de l'externe pour qu'ils puissent venir créer des jeux. Parce qu'à un moment donné, un enfant va se tendre toujours le même vaisseau spatial dans le même tunnel. Et donc plusieurs jeux qui permettent à l'enfant de jouer en faisant son traitement qui peuvent s'ajouter à la plateforme. Puis en ce moment, ils sont en intégration dans Sainte-Justine. Ils sont aussi en lien avec la recherche puis avec donc, les équipes qui traitent la fibrose kystique. Et on voit réellement un intérêt de la part des enfants. Là, ils ont fait une première étude pilote pour voir déjà est-ce que les enfants sont intéressés, est-ce que le jeu correspond. Puis ça marche super bien, mais ce qu'on remarque surtout, c'est que les enfants apprennent réellement comment ils devraient faire leur physiothérapie, ou je ne sais pas comment on appelle, l'utilisation du PEP, qu'ils ne savent pas nécessairement seulement avec des instructions de leur thérapeute.
Vous avez entendu parler du projet de Go Sainte-Justine dans ma poche, le GPS pour l'intérieur des murs de l'hôpital, qui est toujours en projet, parce qu'un projet aux sorties de Hacking Health, c'est un prototype, et vous avez entendu parler de toutes les étapes par la suite, ça peut être long. Le dernier projet sur lequel on vous laisse, c'est un de nos favoris aussi, hein, c'est un de nos coups de cœur, mais plutôt que de vous l'expliquer nous-mêmes, on a en fait la championne du projet elle-même qui va vous l'expliquer dans ce petit vidéo. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Cathy. Je suis orthophoniste du CHU Sainte-Justine. Mon travail, c'est d'évaluer et d'aider les enfants à mieux parler. Sarah, qui a un trouble de langage, ça fait 21 mois qu'elle attend pour une évaluation pour son langage et sa parole. Sa mère se présente à l'hôpital. Sarah voit la porte de l'hôpital Sainte-Justine, elle a peur, elle ne parle pas. Sa mère me dit, ça fait 21 mois que j'attends mon rendez-vous. Sarah ne parle pas, c'est pas ma fille. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui propose une application mobile, Elmo, qui va évaluer son langage dans un contexte naturel à la maison. La mère de Sarah part avec l'application mobile, elle rentre à la maison, Sarah parle, elle est à l'aise, maman retrouve sa fille, elle part l'enregistrement sonore et vidéo. Elle clique sur oui et elle me l'envoie. Je peux détecter, ça va décoder les erreurs de sons, de phrases et de mots. Je peux faire une analyse des types d'erreurs, une analyse statistique du langage qui m'aide à poser mon diagnostic clinique. Quelle est la valeur ajoutée? Donc, la valeur ajoutée, c'est de passer de 3 séances à une rencontre d'évaluation. Tout en équipe de Sainte-Justine, on peut passer de 21 mois d'attente à 7 mois d'attente. Et on voit 135 patients de plus par année. Oh my God! Oh! Merci d'être venu. Alors, c'est là-dessus qu'on vous laisse. Merci beaucoup de votre attention. Et Hacking Health, ça sera chez vous la prochaine fois.